Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte les sujets qui vous concernent ou qui vous concerneront. Et c'est le cas aujourd'hui puisque nous allons vous parler du recul du trait de côte. Alors d'ici 2100, en Bretagne, 40 000 logements au moins sont menacés par l'érosion, la montée du niveau de la mer. Et si l'échéance paraît un peu lointaine et rend le chiffre abstrait, eh bien la prise de conscience du problème est quand même bien là. Et certains territoires aujourd'hui étudient des stratégies d'adaptation car ce recul du trait de côte, bien évidemment, il aura des conséquences et notamment immobilières. Il faudra y faire face et c'est ce que nous allons évoquer avec nos invités que je vous présente. Gwenaëlle Durand-Pasquier, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université Rennes, spécialiste de droit de l'immobilier et de la construction. Vous êtes aussi rapporteur de la synthèse du 119e Congrès des notaires de France. Et en face de vous, nous avons Charlotte Robin Le Charpentier, Bonjour. notaire en Ille-et-Vilaine. Alors, même si le terme est assez transparent, je voudrais qu'on commence par poser quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par le recul du trait de côte, Gwenaëlle ? Alors, c'est d'abord un phénomène physique avant d'être une notion juridique. Donc, le phénomène du recul du trait de côte correspond effectivement au phénomène qui fait que le niveau haut de la mer et le niveau bas des terres est en train d'évoluer et donc certaines parcelles de terre vont se retrouver submergées. Ceci en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est tout simplement la montée des eaux liée au réchauffement climatique. Le second facteur est lié à l'érosion. Et puis, on voit également dans certains endroits bretons, effectivement, eh bien, le jeu des tempêtes, ce qui fait qu'effectivement, certaines parcelles sont assez fréquemment submergées. Oui, donc dans 3 entrées, finalement, dans ce recul du trait de côte. Alors, vous êtes, vous, des spécialistes de l'immobilier, tant sur le droit qu'aussi sur le marché. Quelles sont pour vous les conséquences concrètes de ce recul, finalement, du trait de côte ? Peut-être, Charlotte, pour commencer. Les conséquences aujourd'hui, elles ne sont pas encore actées puisqu'on est sur des aléas. Donc on anticipe en fait sur des préconisations plutôt que demain devoir indemniser des propriétés ou des exploitations existantes. Oui, parce que là, on parle de conséquences sur des maisons, sur des entreprises aussi. Tout à fait, et même sur des voiries, effectivement, ou des espaces naturels, des espaces agricoles. En fait, ce sont des parcelles avec des vocations aujourd'hui, des destinations assez variées qui sont touchées. Et bien justement, je vous propose tout de suite de voir les conséquences très concrètes de ce recul du trait de côte. Ça se passe à Saint-Coulon, c'est un extrait du journal de TVR. Anse du Guesclin, à Saint-Coulon, le trait de côte recule de 1 mètre tous les 5 ans. Inexorablement, la digue se déplace vers les terres. Alors, pour essayer de limiter l'impact du tourisme, une expérimentation sera proposée cet été avec la mise en place de 2 parkings supplémentaires à quelques centaines de mètres au-dessus de la plage afin de mieux gérer l'afflux des visiteurs. Les parkings, les voici, situés entre la plage et le bourg de Saint-Coulon, ce qui pourrait poser quelques problèmes de sécurité sur la route. Aujourd'hui, la problématique, c'est d'arriver à concevoir le fait que et les piétons, d'une part, qui vont être sur ces parkings rétro-littoraux, puissent accéder à la plage, en même temps que des vélos qui vont circuler, plus les véhicules qui vont donc descendre. Ces 2 nouveaux parkings ne font pas l'unanimité auprès des riverains qui dénoncent de futurs problèmes de sécurité, de nuisances, d'insalubrité et même de concurrence déloyale pour les campings avoisinants avec le risque de stationnement nocturne. À plus long terme, autorités et collectivités réunies dans un comité de pilotage réfléchissent à une fermeture pure et simple de la route littorale. Voilà, des conséquences très concrètes aussi sur l'aménagement du territoire, sur la cohabitation avec les habitants. La Bretagne est forcément concernée par ce sujet de recul de trait de côte. 2700 kilomètres de linéaire côtier, 30% du linéaire français est en Bretagne. Mais on est encore relativement préservé, selon notamment des rapports du CEREMA et de la DREAL. On estime que 18% du linéaire côtier breton est en érosion avec des vitesses et des choses un petit peu variables. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des territoires, selon vos connaissances, qui sont peut-être plus impactés que d'autres, Gwenaëlle Pasquier-Durand ? Alors oui, ce phénomène concerne la totalité des départements bretons, aussi bien si on entend la Bretagne au sens administratif que si on examine le ressort de la Cour d'appel. Mais effectivement, il y a des endroits que l'on connaît qui sont effectivement plus sensibilisés. On a vu des tempêtes importantes, effectivement, toucher certaines communes. Et c'est à chaque commune, en réalité, on va le voir, de zoner un petit peu, c'est-à-dire de mettre en place un zonage qui identifiera ces endroits sensibles. Oui, puisque au sein d'une même commune, en plus, tous les littoraux ne sont pas forcément touchés de la même manière. Exactement.
Est-ce que vous diriez quand même que c'est un sujet qui est pris au sérieux par les décideurs politiques, par les acteurs économiques des territoires ? Oui, de plus en plus, de par les tempêtes qui peuvent arriver, les intempéries qui touchent en fait divers biens, alors je ne parle pas bien que immobilier, hein, c'est du foncier. Et puis c'est un sujet qui notamment touche les populations, mais aussi sur le plan économique et touristique. D'ailleurs, je voudrais qu'on voit si les habitants se sentent concernés, mais avant ça, écoutez ce qu'en dit Jean-Francis Richeux, il est vice-président de Saint-Malo Agglomération en charge de l'environnement. Saint-Malo, forcément, en première ligne en ce qui concerne le risque de submersion marine. Il y aura un calcul qui se fera entre le nombre de maisons, le nombre d'habitats et l'argent qu'il faudra mettre pour sauver. Ça va nous arriver sur 20 ans, 30 ans. On a le temps encore de se préparer, quoi. Et surtout que les gens se préparent. Les gens doivent prendre conscience que le public ne pourra pas tout faire. Il va falloir que chacun prenne conscience qu'on est sur un sujet. Quand on habite un territoire comme celui-là, les contraintes avec la montée des eaux, bien, ça va être l'affaire de chacun. Voilà. Alors, est-ce que les gens, les habitants sont conscients, eux, de ce problème, Charlotte, vous qui les croisez dans vos études notariales ? Aujourd'hui, non, pas encore. Monsieur Richeux le dit très bien, hein, il faut une prise de conscience générale. Il y a des aménagements qui seront faits, mais qui ne seront pas suffisants justement à cette prise de conscience, de savoir que sur du bord littoral, on est susceptible de faire face à ces aléas. Donc non, il faut qu'il y ait une réelle pédagogie à avoir sur le sujet. Voilà, donc des communes qui prennent acte, mais qui passent aussi aux actes. C'est le cas dans le Morbihan, du côté de Quiberon. La communauté de communes Auray-Quiberon, Terre Atlantique, a mené un diagnostic de territoire pour identifier les secteurs vulnérables. Le Pays d'Auray, c'est 360 km de littoral, 24 communes. Et avec une élévation du niveau de la mer d'1 mètre, il y aurait entre 2000 et 10 000 personnes impactées. Alors la fourchette est large, vous allez me dire, mais le problème aussi. Alors comment la collectivité se prépare-t-elle ? Reportage. Une barrière rocheuse en plein milieu de la plage. En quelques années, cette dune de l'isthme de Penthièvre a reculé de plusieurs mètres. En témoigne cette partie de la digue, installée en 2018 et initialement collée à la dune. Une barrière contre le recul du trait de côte qui n'a finalement pas fonctionné. Pour répondre à ce phénomène, de nouvelles solutions ont été imaginées. On a fait des ateliers sur la mer Monde, différents ateliers, que ce soit au niveau d'Étel, au niveau de Saint-Pierre, de Carnac et de Locmariaquer, pour voir les différents problèmes, pour analyser les problèmes. Et on est arrivé sur cette idée de refaire une dune, de reculer, en fin de compte de 40 mètres à peu près, de refaire une dune et de refaire une plage qu'on retrouvera à marée haute et de supprimer tout ce qui est enrogement. Donc de faire que du naturel. Ces travaux, encore en étude et qui ne devraient pas débuter avant au moins 2 ans, sont tout de même nécessaires afin de limiter l'impact économique du recul de la dune. Un centre de vacances et un camping se trouvant à proximité. Si déjà 120 places de camping ont été supprimées, l'objectif est de préserver ces activités. Sur le centre de vacances, on est en négociation avec eux pour savoir comment on va gérer le site derrière. Et sur le camping, avec la mairie de Saint-Pierre et la maire de Saint-Pierre, on a décidé de pouvoir faire le recul. Donc le but, c'est comment on retrouve après de l'espace un peu plus loin pour que le camping puisse toujours continuer à vivre et que c'est quand même une ressource importante pour la mairie de Saint-Pierre. Si une intervention est nécessaire sur cette plage, la situation n'est pas la même pour tous les sites touchés. À quelques dizaines de kilomètres, à Locmariaquer, cette plage plus sauvage est également touchée par l'érosion. La dune recule, se transforme en mini-falaise, mais ici, la décision prise a été de laisser faire la nature. On en est plutôt ressorti avec un programme d'action qu'on dit un peu des actions sans regret, donc plutôt des actions court terme. Donc ça peut passer par la communication et la sensibilisation, que ce soit au niveau des habitants, de la population, des acteurs socio-économiques qui peuvent être confrontés justement à ces risques-là, les notaires, les occupants ou les nouveaux arrivants en tout cas sur des maisons qui sont considérées dans des zones à risque. Sensibiliser la population par des ateliers, des conférences ou encore des livres pour les plus jeunes. Une méthode d'adaptation à court terme pour ce site où l'enjeu économique est moins inquiétant. Par souci de sécurité, la commune a néanmoins dû intervenir sur le sentier côtier. De ce côté-là, où on est plus sur des micro-falaises, de l'éboulement et de l'érosion au pied, c'est là que passe la population, même si sur ce secteur-là, du coup, la commune a dû reculer le sentier côtier justement pour limiter les risques pour les passants.
À l'image de ces blocos qui épousaient autrefois les rebords de la dune, la nature a décidé de s'imposer. Selon des prévisions, entre 2000 et 9500 habitants pourraient être impactés sur le secteur d'ici 2100. Voilà, alors mesdames, vous n'êtes pas des spécialistes de la décision publique, ni l'une ni l'autre, mais est-ce que vous diriez quand même qu'aujourd'hui on est plutôt dans des approches de prévention ou d'adaptation peut-être, Gwenaëlle ? Alors, de prise de conscience et de prévention, effectivement, tout d'abord par le législateur. Alors, qui a effectivement mis en place un panel pour que les communes qui souhaitent s'engager dans une démarche volontaire créent un arsenal de règles qui vont permettre effectivement de prendre en considération ce phénomène. En fait. Oui, vous faites référence donc à un décret dans la loi climat et résilience qui permet donc à des communes volontaires, Quiberon d'ailleurs en fait partie, Saint-Malo également, de s'inscrire donc dans une démarche de cartographie de leur zone à risque, entre guillemets. Est-ce qu'on peut expliquer un peu de quoi ils retournent et à quoi vont s'engager finalement ces communes ? Tout à fait. Alors, effectivement, la loi climat et résilience de 2021 a proposé aux communes de faire une démarche volontaire pour s'inscrire dans un décret. Donc, le décret a été adopté le 29 avril 2022. Il a été modifié, puisqu'on a aujourd'hui 270 communes. Donc, en 2023, des communes se sont ajoutées. Partout en France, tout à fait. Ça concerne, il y a des communes sur la totalité des départements bretons qui ont fait cette démarche. Et les communes qui ont fait cette démarche ont 4 ans pour modifier leurs documents d'urbanisme et créer en fait au niveau de la parcelle cadastrale 2 types de zones. Le premier type de zone, c'est une parcelle, ça correspondra aux parcelles cadastrales dont on pense qu'elles seront sous l'eau dans un délai de 0 à 30 ans. D'accord. Et la deuxième zone, ce sont des parcelles cadastrales dont on suppute, puisque c'est moins sûr, qu'elles seront effectivement sous l'eau entre 31 et 100 ans. Voilà. Et on aura ça, effectivement, dans une cartographie mise en place par ces communes. Donc des communes volontaires qui vont procéder à ce zonage qui n'est pas donc effectif pour l'heure, mais qui pourrait avoir quel impact, Charlotte ? Alors, il faudra différencier en fait les 2 zonages que Gwenaëlle vient d'exposer. Donc, on a le premier zonage qui est à horizon 30 ans. Donc là, l'idée, c'est de ne plus faire il ne faut plus avoir de construction d'habitation. Il ne faut plus qu'il y ait de population à pouvoir construire une maison. Exactement. Voilà. Donc plus de construction. Les seuls qui seront autorisés, c'est avec un caractère démontable et qu'on va assimiler à de l'intérêt service public. D'accord. Voilà. Donc, ça, ce sera possible encore de construire sous ces conditions caractère démontable dans ces zones qui seront sous l'eau dans moins de 30 ans, voilà. Potentiellement. Aléas, encore une fois, ce sont des aléas. Voilà. Et puis on a la deuxième zone qui est à horizon 30 et 100 ans. Donc là, on a sur le principe le temps de venir voir. On ne maîtrise pas cet aléa, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se passer, s'il va se produire aussi un jour. Là, c'est d'autoriser des constructions, mais avec des consignations qui devront être faites à la Caisse des dépôts et consignations, prenant en compte le coût de la démolition et de la remise en état, puisqu'on a aussi des sujets environnementaux qui rentreront en ligne de compte. Oui, parce qu'il faudra pouvoir dépolluer ces zones. Voilà, dès lors que, en fait, là, dans ce recul du trait de côte, c'est les communes qui maintenant ont pouvoir, donc c'est à elles aussi de prendre l'arrêté pour dire on a une population qui, d'ici 3 ans, dans cet aléa 30-100 ans, peut être impactée, donc vous avez 6 mois pour démolir. C'est une grande responsabilité pour les communes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir de cité sous les mers et donc de dépolluer les terrains avant qu'ils soient submergés par le domaine public maritime. Donc, c'est une responsabilité qu'elles doivent prendre. J'allais dire, en matière immobilière, de construction, il va y avoir des conséquences importantes, on imagine. Elles sont mesurables, là, déjà, aujourd'hui On peut les imaginer. Aujourd'hui, on ne sait pas les quantifier, on ne sait pas dans quelle mesure ça va se produire. Les communes sont en train de mettre ces cartographies en place. Ça prend du temps, on va aussi être là pour les accompagner puisqu'on leur a donné cette compétence qui n'est pas sans effet, sans impact, puisque derrière, encore une fois, vous avez les populations, on l'a vu dans le reportage, les aménagements et puis toute l'activité économique d'une commune. Est-ce que vous en savez plus sur le rôle du notaire dans ce futur cadre de zonage à aujourd'hui, moins 30 notre rôle, moins 100 il est de l'information à travers nos actes et puis
peut-être les projets à long terme de nos clients sur ces fonciers-là, mais qu'on ne peut pas mesurer en l'absence de cartographie. Donc nous, on informe de ce recul du trait de côte existant si les communes sont dedans. Et alors je mets outre le plan de prévention des risques littoraux qui peut exister, on a déjà cette information, et puis de présenter en fait ces deux zonages, 30 ans ou 30 à 100 ans, potentiellement, et d'expliciter quand même les futurs impacts. Mais aujourd'hui, on n'a pas les cartographies, on n'a pas le projet de l'acquéreur sur le long terme. Est-ce que vous diriez, Gwenaëlle, que ce pas législatif, il est important pour mettre un pied vraiment dans cette question du recul du trait de côte qui, je disais, l'échéance paraît lointaine en fait. Beaucoup de gens ne sont pas encore très bien conscients de ce qui va se passer. Alors, ce qui pourrait se passer en tout cas. Alors, il est très important et il va permettre également, c'est un petit point qu'on n'a pas évoqué encore, il va permettre aux communes de racheter, c'est pas de l'expropriation, il ne faut surtout pas se faire peur, mais il va permettre aux communes, à l'occasion de la vente des biens, notamment sur ces parcelles concernées par les zones de moins de 30 ans, eh bien, les communes seront prioritaires pour racheter effectivement ces biens afin d'en envisager l'aménagement et la dépollution. Alors, utiliser les dernières bonnes années du terrain via un contrat d'ailleurs qui sera mis en place par le notaire, et puis ensuite dépolluer le terrain et le remettre en état, en tout cas avant qu'il aille sous la mer. Oui, parce que l'idée, c'est pas de laisser effectivement des choses qui pourraient polluer les futurs fonds sous-marins, c'est ça. On imagine qu'il y a des biens avec des cuves à fioul, par exemple, il ne faut absolument pas que ça vienne se noyer dans le littoral. Donc il y a un vrai souci environnemental, il y a un souci de sécurité. D'abord, des habitants, effectivement, d'aménagement du territoire, parce qu'on peut faire rentrer la mer à certains endroits pour éviter qu'elle submerge d'autres endroits. Et puis, il y a un souci environnemental, que l'eau, effectivement, du littoral soit une eau qui ne soit pas polluée par ces submersions. Mesdames, on poursuit cette discussion, mais tout de suite, on va accueillir Vincent Lemay, puisqu'il est l'heure de notre chronique actu pour ce mois de juin. Bonjour Vincent Lemay, venez vous asseoir. Alors, on commence par une information concernant le taux d'usure. On va revenir à un calcul trimestriel, mais peut-être déjà rappeler ce qu'est le taux d'usure, Vincent. Je vous rappelle juste, donc, le taux d'usure, c'est le taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils vous accordent un prêt. Donc vous avez le taux nominal, on va rajouter à ça les assurances, on va rajouter les frais bancaires, et vous avez le taux maximum, il ne faut pas qu'il dépasse ce fameux taux d'usure. Alors en 2023, on avait des problématiques d'accès effectivement au crédit, donc la Banque de France avait décidé de réévaluer tous les mois ce taux d'usure. On repasse désormais à une révision qui sera trimestrielle puisqu'on a des taux directeurs qui sont stabilisés. Parlons maintenant, Vincent, d'une future potentielle prime à la mise en location. De quoi s'agit-il ? Alors on a un marché locatif qui, on peut se l'avouer, est en berne quand même. Donc on a un déficit clair de biens à mettre à louer. Donc le gouvernement a multiplié de nombreuses incitations à l'égard des propriétaires. La nouvelle, c'est une prime de 5 000 € par logement que le gouvernement sera prêt à accorder aux propriétaires qui mettront en location leurs biens vacants ou leurs résidences secondaires dans les milieux ruraux. Alors attention, cette mesure elle est annoncée sur le site du gouvernement. Pour l'instant, on n'a aucune information particulière. On reviendra évidemment vers vous dès qu'on aura des informations précises. Et puis donc au mois de juillet, ce sera l'entrée en vigueur du DPE collectif. Expliquez-nous. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Quand vous achetez une voiture, un lave-linge, un appartement, une maison, vous avez cette fameuse étiquette énergétique de votre bien qui va de A jusqu'à G. A, ça veut dire que tout se passe bien, votre bien ne consomme rien. Et G, c'est une passoire énergétique. On en a à de nombreuses fois parlé sur ce plateau. Alors pour les biens qui sont en collectif, donc les copropriétés, à partir du 1er janvier de 2024, vous aviez l'obligation d'avoir un DPE collectif pour les copropriétés de plus de 200 lots. L'année prochaine, on va passer avec cette obligation entre 50 à 200 lots. Elle deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2026 pour toutes les copropriétés. Alors je rappelle juste ce que c'est. Dans ce DPE collectif, vous allez avoir une description du bâtiment avec l'état de l'isolation, la ventilation, les systèmes de chauffage, d'éclairage, mais également la consommation énergétique d'une façon globale, les émissions de gaz à effet de serre, et puis vous aurez aussi des recommandations et des travaux destinés à améliorer cette performance du bâtiment. Ce diagnostic sera valable 10 ans, sauf s'il est en catégorie A, B ou C, donc la moins consommatrice. Merci à vous, Vincent. Vous restez avec nous puisqu'il est temps maintenant de poser les questions que nous ont fait parvenir les téléspectateurs. La première d'entre elles sera peut-être pour vous, Charlotte, puisqu'elle est la suivante.
Avec mes frères et sœurs, nous avons hérité de la maison de nos parents à 100 mètres de la plage à Carnac. Bel héritage, me direz-vous. Devons-nous imaginer une décote de son prix dans les années à venir? Oui, c'est un vrai sujet. C'est le sujet, mais auquel aujourd'hui on ne peut pas répondre en fait, puisque on l'a assez dit, les cartographies ne sont pas sorties, et puis vous avez des efforts des collectivités qui sont de faire des aménagements urbains pour peut-être faire entrer l'eau par un côté, de sorte à préserver les habitations. Voilà, donc il faudra en fait au fil du temps et des années se rapprocher de son notaire. On est à leur côté là-dessus pour aussi anticiper leurs éventuels projets de vente et puis voir de quelle manière à l'avenir on pourra statuer sur des prix qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas, puisque rien ne bouge aujourd'hui sur les prix des littoraux. Oui, puisque ce sujet aussi, comme vous le disiez, il est plein d'inconnus et plein d'aléas dont on ne sait pas s'ils se réaliseront ou pas. Deuxième question, j'habite face à la mer dans le Finistère. Comment savoir si ma maison est menacée par l'érosion du littoral? Est-ce que, Gwenaëlle? Alors, la première chose, c'est effectivement de regarder si la maison a été acquise il y a peu de temps. Il y a eu un état des risques naturels et technologiques. Dans cet état des risques est indiqué effectivement la présence ou non d'un plan de prévention des risques littoraux. Donc ça, qui sont adoptés par les communes. Voilà. Exactement. Ensuite, il y a effectivement la possibilité de se reporter au fameux décret dont on parlait tout à l'heure pour savoir s'il y a une perspective à moyen terme de créer un zonage. Et puis, mais donc là, on va sur le journal officiel, c'est ça, tout simplement. Tout à fait. Sur Légifrance, en mettant la date du décret, 29 avril 2022, vous avez les 270 communes. Encore une fois, c'est à moyen terme, c'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite. Et puis finalement, un outil qui n'est pas un outil juridique, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de conséquences immédiates, c'est tout simplement aller sur le site du GIEC. Vous avez une projection qui est faite, mais qui peut faire un petit peu peur, encore une fois. Donc ça reste, comme le disait très bien Charlotte tout à l'heure, ça reste de l'aléa, de la projection. Rien n'est totalement figé. Il peut y avoir des aménagements qui seront faits. On fait des digues contre l'océan. Avec ce que vous disiez aussi, que prévenir, c'est finalement éviter de devoir à un moment indemniser. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. On n'a pas donné l'exemple en fait du signal à Soulac-sur-Mer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que la tempête Xynthia est venue tout balayer, que l'immeuble s'est retrouvé en péril aussi très proche de la mer aussi à la base, et que là ils ont indemnisé, mais de quelle manière et dans quelles conditions, c'était pas forcément idéal, donc d'où la prévention aussi qui est mise en place. Et puis ce sera peut-être pas généralisé dans les années à venir. J'ai une dernière question pour vous. Quelles autres mesures l'État prend-il pour faire face aux risques climatiques en matière de logement? Est-ce que Gwenaëlle, vous avez quelque chose à nous donner comme information? Alors, c'est multiple. En fait, il y a une convergence de textes. On peut citer le ZAN, Zéro Artificialisation Nette des Sols, qui est d'ailleurs un texte qui s'articule avec le retrait du trait de côte. Donc, il est prévu effectivement de limiter l'artificialisation des sols pour limiter les risques d'inondation, parce que quand on artificialise, on imperméabilise en réalité. Mais au regard effectivement de ce qu'on vient de voir avec le recul du trait de côte, eh bien, l'enveloppe d'artificialisation qui sera consacrée à certaines communes sera élargie pour permettre justement de construire en arrière. Voilà. Donc, il y a le ZAN, il y a ce qu'a évoqué Maître Lemay, toutes les questions de rénovation énergétique, bien évidemment. On a, même si ça concerne assez peu la Bretagne, mais il y a quand même certains endroits, et notamment quand on se rapproche des Pays de la Loire, on a toute la lutte contre les sols argileux, puisque donc un ensemble de textes qui effectivement prennent en compte toutes ces questions environnementales dans le cadre du logement. Et aujourd'hui, la construction neuve prend en compte justement des fondations adaptées au sol argileux, une très très bonne performance énergétique et environnementale, puisqu'aujourd'hui en logement on construit en réglementation environnementale 2020. Donc il y a aujourd'hui effectivement un grand nombre de textes qui permettent d'aller vers ces problématiques, de tenir compte de ces problématiques environnementales. Pour terminer cette émission, peut-être une dernière question pour vous, mesdames, en matière de droit. Est-ce que c'est quand même pas un peu le casse-tête avec toutes ces incertitudes dont on parlait tout à l'heure?
C'est-à-dire que ce sont des aléas, donc effectivement, là, le rôle c'est de s'informer et d'aller s'informer auprès des professionnels du droit qui doivent maîtriser effectivement un foisonnement de textes beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Donc du travail en perspective pour vous, notaire Charlotte, et puis un gros travail de pédagogie. C'est surtout ça. Or, en dehors du cadre juridique, c'est accompagner aussi sur ce futur, sur ces aléas dont personne ne connaît en fait la survenance, et puis d'accompagner nos clients selon, encore une fois, les différents projets qui peuvent être immobiliers ou patrimoniaux. Aussi. Merci à toutes les deux, merci à tous les trois même d'avoir enrichi cette émission sur le recul du trait de côte. Avec vous au quotidien, c'est terminé pour cette émission, c'est terminé aussi pour la saison, mais je vous rassure, on se retrouve l'an prochain pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien.